Bonjour Mathias Hoth. Bonjour. Alors on va parler de ces marches pour Hichem Miraoui à Marseille, à Puget-sur-Argence qui sont prévues aujourd'hui bien sûr. Mais d'abord on voulait dire quelques mots sur la DILCRA que vous présidez. C'est la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Expliquez-nous quel est votre rôle parce que peut-être que nos auditeurs, nos téléspectateurs ne se figurent pas forcément bien à quoi vous servez tout simplement. Alors, c'est un service de l'État, la délégation interministérielle, comme son nom l'indique, qui a été créé en 2012 et qui vise à lutter contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Et c'est vraiment très important de tout dire parce que nous n'avons d'ailleurs quasiment pas d'équivalent à l'échelle de l'Union européenne. Et c'est un service de l'État qui correspond à la tradition universaliste de la France, qui vise à ne jamais hiérarchiser entre les haines et à lutter avec la même détermination contre toutes ces formes de Mais haine. qu'est-ce que vous apportez de plus qu'un ministère, par exemple? Il y a des ministères à l'égalité, voilà, le ministère de l'Intérieur aussi qui s'occupe de ça, on l'imagine. Qu'est-ce que vous apportez de Parce plus? que les enjeux liés à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT sont profondément des enjeux transversaux, évidemment, et qui nécessitent un outil de coordination. Et c'est d'abord le premier rôle de la DILCRA, un rôle de coordination de l'action des différents ministères. Et vous avez cité les principaux, évidemment, le ministère de l'Égalité avec Aurore Berger, le ministère de l'Intérieur avec Bruno Retailleau et le ministère de l'Éducation nationale avec Elisabeth Borne. Concrètement, c'est combien de personnes C'est 14 personnes, mais surtout c'est 15 millions d'euros de budget, 15 millions d'euros de budget, dont l'essentiel, 14 millions, sont redistribués au monde associatif. Et c'est très important, parce que c'est vraiment notre relais sur le terrain pour améliorer, lutter contre les préjugés et les stéréotypes. Et c'est des pouvoirs de saisine de la justice, par exemple. Exactement, c'est aussi la DILCRA, un outil évidemment de veille, un outil de signalement, et chaque semaine, tous les jours, ou presque malheureusement, et on en reparlera, on est amené à faire ce qu'on appelle des articles 40 pour saisir le parquet. On est amené aussi à faire des signalements auprès d'une institution qui est parfois méconnue, qui s'appelle Pharos, qui permet de lutter contre la haine en ligne et de retirer des contenus avec des propos haineux. Et donc on travaille étroitement avec Pharos et on procède malheureusement tous les jours à des signalements. Et je précise, article 40, effectivement, c'est quand une autorité signale au parquet, des politiques aussi peuvent le faire, un fait qui lui apparaît comme étant délictuel. Exactement. Alors, une marche est donc organisée ce matin à Marseille, cet après-midi à Puget-sur-Argence, dans le Var, en hommage à Hichem Miraoui, ce coiffeur tunisien de 46 ans qui a été tué par son voisin à Puget-sur-Argence. La famille organise ce rassemblement pour que jamais ça ne se reproduise. D'abord, la DILCRA s'associe à ce genre de marche, est présente d'une façon ou d'une autre. Alors, je Via la suis avec préfecture, vous via ce matin, donc je non, ne suis mais pas présent, mais les services de l'État sont évidemment présents. Après, c'est une marche qui est organisée par la famille, et il faut évidemment respecter cela. Moi, je veux surtout avoir une pensée évidemment pour sa famille, pour la communauté tunisienne, évidemment en France, à l'étranger, et puis pour tous nos compatriotes de confession musulmane dans le pays qui ont été évidemment extrêmement choqués par ce crime raciste, comme ils l'ont été évidemment, je voudrais le rappeler, par le crime raciste d'Abou Bakar Cissé il y a quelques semaines. dans une mosquée, effectivement. Quand on voit que pour la première fois, pour ce type d'acte raciste en lien avec l'ultra-droite, le parquet antiterroriste est saisi. Qu'est-ce que vous en déduisez? Est-ce que ça vous fait craindre que ce soit le début peut-être d'une série? Alors c'est un signal effectivement inquiétant, mais c'est aussi un signal qui permet de mettre des mots sur des faits, et c'est très important dans ce domaine de mettre des mots, de qualifier ce crime comme un crime raciste, de qualifier aussi potentiellement le caractère terroriste de ce crime, puisque l'auteur présumé, vous le savez, a appelé dans des vidéos à multiplier ce type de crime. Donc c'est important de qualifier et de poser des mots. Donc ça traduit effectivement une augmentation, une explosion terrible dans notre pays des actes de haine, mais ça traduit aussi, je pense, une prise de conscience et la volonté de ne rien laisser passer dans ce domaine. Quand lui nie le caractère raciste, vous dites ça n'est pas le cas, objectivement, vous parlez vous-même des vidéos. Alors moi je ne vais pas me placer à faire le travail de l'autorité judiciaire, mais indéniablement, je veux dire, sans être juge, on ne peut que constater dans les propos qui ont été relatés le caractère raciste de ce crime. Et je pense que ça ne fait pas beaucoup de doute. Mais quand même, dans ce que vous observez, Bérangère parlait de séries. Alors certes, on n'en est peut-être pas là, mais est-ce qu'on ne peut pas quand même redouter une forme de terrorisme, puisque c'est en tout cas le parquet national antiterroriste qui est saisi, de terrorisme raciste qui puisse apparaître? Est-ce que vous avez des remontées indiquant que ça peut exister au-delà de ce simple cas pour l'instant? Oui, bien sûr, ça peut exister et on l'a constaté, mais surtout ça s'inscrit dans un contexte plus large de désinhibition, de banalisation de la parole raciste et antisémite, il faut le rappeler. Et je vais vous donner juste un chiffre à cet égard qui est quand même très parlant. 16 000 infractions l'année dernière enregistrées dans notre pays à caractère raciste, xénophobe et anti-religieux. 16 000 en augmentation de 11%. Et un deuxième chiffre, sans vouloir vous abreuver, plus de 45% d'augmentation des signalements sur la plateforme Pharos que j'évoquais sur la haine en ligne.
ligne. Donc il y a cette désinhibition, cette parole décomplexée, et il faut évidemment y prêter attention, parce que si on laisse prospérer le racisme et l'antisémitisme, on prend le risque qu'il ne s'arrête pas qu'aux mots, et on l'a vu malheureusement dans le Var. C'est sans doute multifactoriel, mais comment on l'explique, cette désinhibition? Est-ce que on a beaucoup parlé de racisme d'atmosphère ces derniers jours? Il y a un contexte. Est-ce que c'est ça? Est-ce que quand on parle quand un ministre dans d'autres fonctions des politiques disent ah bah le voile, quand on met ce débat du voile par exemple sur la table, est-ce que ça stigmatise? Est-ce que c'est une partie de l'explication? Cette désinhibition, elle a deux causes, deux facteurs. La première, évidemment, mais elle remonte à loin, elle est évidemment un caractère politique. C'est le rôle de l'extrême droite dans ce domaine qui, depuis les années 80, a effectivement alimenté d'une certaine manière aujourd'hui cette désinhibition de la parole raciste. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date des années 80 et ça a commencé à ce moment-là. Et le deuxième facteur qui est très important, c'est quand même le développement des réseaux sociaux avec ce sentiment d'impunité, ce pseudo-anonymat, comme on le dit, sur les réseaux sociaux, qui fait que désormais, on a le sentiment qu'on peut dire tout et n'importe quoi. Mais il faut rappeler que le racisme et l'antisémitisme, c'est pas une opinion, c'est un délit dans notre pays. Alors, pour autant, sur le sujet du racisme, effectivement, vous avez évoqué l'importance de l'extrême droite, mais on le voit malgré tout, élection après élection, il peut y avoir une inquiétude qui peut émaner des Français qu'on peut voir dans leur vote. Est-ce que c'est possible d'arriver à parler du sujet migratoire sans aller vers du racisme, sans aller vers de la stigmatisation? Bien sûr, il y a un travail fondamental. Tout commence par l'école et par l'éducation. Et c'est d'ailleurs. Mais peut-être que les politiques ont aussi un rôle. Bien sûr, là-dedans. tout le monde a une part de responsabilité. Les politiques, les citoyens, tout à chacun, évidemment, a une responsabilité. Mais ça commence par l'école. Moi, je suis très frappé de voir à quel point la question des stéréotypes et des préjugés, en ce qui concerne, par exemple, les juifs, les étrangers, sont encore extrêmement prégnants à l'école. Et donc, je pense que c'est vraiment ce travail majeur qu'il nous faut mener, que l'on commence déjà à mener, évidemment, mais qu'il faut poursuivre. Et c'est évidemment essentiel. On va continuer la discussion juste après votre fil info à 8h40, Diane Ferchit. Son assassin présumé est écroué, il a reconnu son crime mais conteste le caractère raciste. 2 semaines après la mort d'Hichem Miraoui, ses proches organisent 2 marches blanches, l'une à Marseille ce matin où vivent des cousins de la victime, l'autre dans sa ville de Puget-sur-Argence où 2000 personnes sont attendues. La CGT parle d'une grande victoire, l'État va finalement bien investir 52 millions d'euros dans le projet de reprise de l'usine de papier recyclé Chapelle d'Arblay à Grand-Couronne en Seine-Maritime, projet porté par la filiale française d'un groupe canadien, à la clé 200 emplois pour une remise en activité espérée à l'horizon 2028. Face aux manifestations en Californie contre les expulsions massives de migrants illégaux, la Maison-Blanche annonce le déploiement de 2000 membres de la garde nationale. Les mesures d'expulsion ont entraîné des émeutes. Donald Trump rejette la faute sur les dirigeants californiens, des incapables selon lui. À Roland-Garros, le tenant du titre, Carlos Alcaraz, affronte l'Italien Yannick Sinner. Ce sont les 2 meilleurs joueurs mondiaux. Yannick Sinner et Carlos Alcaraz en finale. Ils se sont déjà retrouvés à 12 reprises face à face. La dernière fois, c'était il y a un mois à Rome. L'Espagnol l'avait emporté. France Info. Le 8-30 France Info, Bérangère Bonte, Adrien Beck. Et ce matin, Mathias Hott, délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. On va redonner quand même 2 chiffres. On ne va pas abreuver non plus ceux qui nous écoutent, mais c'est important que vous nous expliquiez ces chiffres du ministère de l'Intérieur. Pour 2024, 173 faits anti-musulmans, 1570 faits antisémites enregistrés par les forces de l'ordre. Comment s'explique cette différence ? Elle s'inscrit dans le contexte plus large qu'on évoquait d'explosion malheureusement des propos haineux et vous l'avez souligné avec une prégnance très importante des actes antisémites aujourd'hui dans notre pays. Les actes, pas les plaintes, on est d'accord, il y a plus de faits Bien sûr, il y a notamment les faits à l'école qui ne font pas forcément toujours systématiquement l'objet de plaintes. Aujourd'hui, les actes antisémites représentent 2/3 des actes antireligieux dans notre pays. Donc on voit la prégnance aujourd'hui de l'antisémitisme dans l'explosion des actes de haine. Ça avait beaucoup progressé dans la foulée du 7 octobre. Oui. Ça évolue comment ?
280% d'augmentation depuis le 7 octobre. C'est quand même considérable et ça s'est maintenu à un niveau très élevé. 1670 actes antisémites en 2023 et on est maintenu à 1570 actes malheureusement antisémites en 2024. Donc ça montre qu'on est sur un plateau extrêmement élevé. Sur 2025, on a enregistré 436 faits antisémites depuis le début de cette année. Sur le premier trimestre 2025. Donc on voit que là aussi on est maintenu à un niveau extrêmement élevé et j'en veux pour preuve malheureusement, et je vais avoir évidemment une pensée pour lui, pour le rabbin Elie Lemel qui a été violemment agressé il y a quelques jours et une nouvelle fois d'ailleurs puisqu'il l'avait déjà été à Deauville il y a quelques semaines. Ce genre de marche comme celle contre aujourd'hui suite à la mort d'Hichem Miraoui, mais également contre l'antisémitisme, ça sert à quelque chose ? Oui, c'est très utile et on en parle régulièrement avec la ministre Aurore Bergé qui est très mobilisée sur ces sujets parce que effectivement, il faut encore une fois mettre des mots, ne rien laisser passer, aucun acte antisémite, raciste, aussi faible en apparence soit-il, ne doit rester sans réponse. Et donc la question des signalements, elle est très importante. La question des signalements, pour que la parole se libère et qu'on ne se dise pas dans notre pays à quoi bon, à quoi ça sert. Juste d'ailleurs sur ces marches-là, suite au 7 octobre, il y a eu en France des marches sur l'antisémitisme. À l'étranger, en Angleterre, en Belgique, c'était... le racisme et l'antisémitisme, il y avait un ensemble. Est-ce que vous... Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à comprendre cette distinction. Alors, nous, on essaie... Voilà, c'est une lutte contre le racisme. Bien sûr. Alors, la marche contre l'antisémitisme s'inscrivait dans un contexte particulièrement dramatique lié au 7 octobre. Mais nous, on est très attachés à la DILCRA, avec le gouvernement, avec Aurore Bergé. On ne choisit pas entre lutte contre le racisme et lutte contre l'antisémitisme. Et on demande à personne de choisir. Justement, la lutte, notamment, vous les avez évoqués, les réseaux sociaux tout à l'heure. Aurore Bergé demande de la part des réseaux sociaux des règles claires concernant le bannissement des utilisateurs qui diffusent des contenus problématiques. Aujourd'hui, ces règles, elles ne sont pas claires. Aujourd'hui, ces règles de bannissement, les réseaux sociaux n'en font pas assez ? Si, les règles sont parfaitement claires et Aurore Bergé a eu l'occasion de le rappeler, vous le soulignez la semaine dernière en convoquant l'ensemble des plateformes numériques dans notre pays et en leur disant les règles sont claires, il y a des règles de bannissement, il y a des règles de retrait de contenu et quand on tient des propos racistes, antisémites, d'incitation à la violence... Vous les mettez tous dans le même sac, les réseaux sociaux, Facebook, X, d'autres, ils font tous... pas correctement leur travail aujourd'hui ? Pas suffisamment en tout cas, très clairement. Après, il y a des degrés divers, il y en a qui sont plus réactifs que d'autres, notamment lorsque Pharos leur signale des contenus indéniablement. Allez, on va se dire les choses, X étant sans doute les moins réactifs aujourd'hui pour dire les choses. Le réseau social d'Elon Musk, voilà. Pour ne pas le citer. Depuis Elon Musk d'ailleurs Depuis Elon Musk, bien sûr, on l'a sorti très vite. Mais ils vous font des réponses ? Ils disent non, on ne retire pas ou au contraire, ils ignorent les... Non, c'est plutôt l'absence de réponse. Et c'est surtout la réduction du nombre de modérateurs en fait en ligne ils ont réduit les personnels dédiés à la modération des contenus. Donc, de fait, aujourd'hui, vous le voyez, il suffit d'aller sur leur fil Twitter. Comment les contraindre ? Il y a d'abord des lois qui rappellent que l'antisémitisme, le racisme, quand on dit genre, sale juif, sale noir, sale arabe, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est pas du free speech, pas de liberté d'expression dans ce domaine. Ça tombe sous le coup de la loi. Et donc, avec Pharos, on a des pouvoirs administratifs qui nous permettent de demander des retraits de contenu. Et je rappelle qu'il y a également une enquête à l'échelle de l'Union européenne, de la Commission européenne, notamment à l'encontre de X, sur cet aspect lié à la modération, avec des enjeux financiers très importants pour X. Allez-y. Des amendes qui peuvent se chiffrer en plusieurs centaines de millions d'euros, le cas échéant, à l'encontre de X. Donc cette enquête n'est pas terminée, elle se poursuit, mais elle est fondamentale parce qu'il y a le travail qui est mené en France par le gouvernement, par Aurore Bergé, mais évidemment, l'essentiel va être aussi le bras de fer que l'Union européenne doit mener avec les plateformes et en particulier X. Est-ce que les policiers et les gendarmes sont suffisamment sensibilisés, formés à ces sujets ? Ils le sont désormais sur les violences sexistes et sexuelles, par exemple. Est-ce que sur ces faits-là aussi ? Oui, franchement, il y a eu un travail objectivement considérable qui a été mené ces dernières années en matière de violences sexistes et sexuelles, mais aussi en matière de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Désormais, la DILCRA en particulier forme tous les policiers et tous les gendarmes de notre pays dans le cadre de la formation à l'école. Tous les policiers sont formés aux enjeux de lutte contre les discriminations, aux enjeux de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, et c'est évidemment essentiel. Et je veux dire aux victimes qui nous écoutent, aux potentielles victimes de ce type d'actes antisémites ou racistes, qu'elles trouveront dans nos commissariats, dans nos brigades de gendarmerie, des policiers formés désormais
désormais est apte à recueillir leurs paroles et leurs plaintes. Alors, dans votre périmètre également, il y a les violences anti-LGBT, ce qu'on appelle communément l'homophobie, avec une affiche qui a fait polémique, l'affiche de la marche des fiertés de Paris. Ceux qui nous ceux qui nous regardent à la télévision la voient sur leur écran. Donc, on y voit notamment effectivement un homme blanc qui est maintenu quasiment au sol par des militants. Aurore Berger a demandé à ce que le logo de la DILCRA soit retiré de cette affiche. Pourquoi ? C'est une affiche qui vous a choqué ? Oui, elle m'a choqué, elle est sidérante même. Elle est contraire à tous les messages et toutes les valeurs que nous souhaitons porter à travers toutes les marches des fiertés organisées dans le pays, et contraire aux valeurs incarnées par la défense des droits des personnes LGBT+ dans notre pays, qui sont des valeurs de fraternité, des valeurs d'égalité, des valeurs d'amitié, et pas du tout des valeurs qui parfois peuvent inciter à la violence et qui sont contraires à l'universalisme français. Est-ce que quelque part, c'est pas aussi faire le jeu, j'allais dire, tout simplement, quand des ministères, des organisations comme la vôtre, des délégations ou la région Île-de-France se désolidarisent, est-ce que c'est pas aussi faire le jeu, voilà, de ceux qui ne défendent pas cette cause quelque part ? Oui, mais moi je distingue l'affiche et la marche, et tous ceux qui vont le 28 juin prochain marcher massivement dans les rues de Paris pour défendre les droits des personnes LGBTQIA+, pour défendre l'égalité des droits, pour défendre la fraternité. Et je crois que c'est là l'essentiel, plus que cette affiche qui finalement n'est pas à la hauteur des enjeux. Parlons de la marche des fiertés, parlons de la défense des droits des personnes LGBT, parlons de la marche à Budapest qui doit avoir lieu et qui est malheureusement interdite par Viktor Orban. Je pense que c'est là l'essentiel. D'un mot, peut-être, je connais votre devoir de réserve, mais il y a un noyautage d'une partie peut-être de la gauche aujourd'hui dans ces mouvements ? En tout cas, il faut distinguer ceux qui veulent faire de la politique et ceux qui veulent défendre les droits des personnes LGBTQIA+, et je pense qu'il ne faut pas se tromper de combat. L'idée des organisateurs de cette marche des banlieues, c'était de montrer que les quartiers populaires ne sont pas, je les cite, des enfers pour les gays. Le fait que cette marche existe montre d'une certaine façon l'inverse. Comment vous voyez ça ? Est-ce que c'est plus compliqué d'être homosexuel en banlieue ? Oui, c'est plus difficile, objectivement. Mais je veux aussi penser à la ruralité, parce qu'on parle beaucoup des enjeux parisiens, mais dans les territoires, dans la ruralité, c'est pas toujours simple non plus aussi d'être qui on a envie d'être et d'assumer son identité de genre. Donc il y a aussi une marche des fiertés dans la ruralité qu'il faut souligner. C'est plus difficile. Et là aussi, il faut libérer la parole et faire en sorte que chacun puisse être soi-même librement dans notre pays, que ce soit dans la ruralité, en banlieue ou à Paris. Merci à vous, Mathias Hoth, délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, d'avoir été l'invité du 8h30 France Info ce matin.